cardiovasculaire qui contenait au public de sommeil avec Dr Soudiamal, c'est la professeure agrégée au MOU, à l'hôpital Abdel Hamdani à Daïra. Et si on est ici ensemble en population hétérogène, de spécialités différentes, c'est parce qu'il y a une prise de conscience globale du corps médical concernant l'importance de cette pathologie et surtout que la prise en charge des patients atteints de syndrome d'apnée doit être multidisciplinaire. Donc effectivement, je vais vous parler donc, des complications, du risque cardiovasculaire de cette pathologie. Et comme on va faire passer. Va être responsable d'une mortalité importante et d'une morbidité importante également. C'est une morbidité qui est essentiellement cardiovasculaire. Alors, ces complications cardiovasculaires sont le résultat essentiellement des épisodes en fait récurrents de désaturation et de réoxygénation qui surviennent au cours du sommeil chez un malade apnéique. En fait, au moment de l'apnée, donc de l'événement respiratoire, que ce soit apnée ou hypopnée, il y a une désaturation qui se termine par une reprise de l'oxygénation au moment de la reprise ventilatoire. Et donc, au cours de la nuit, le patient va avoir des épisodes récurrents de désaturation, de réoxygénation, donc d'une hypoxie intermittente qui est à la base en fait de ces complications cardiovasculaires. Certes, cette hypoxie intermittente est responsable de ces complications, mais sûrement elle n'est pas la seule. Les mécanismes ne sont pas encore bien élucidés. Sûrement, ces complications résultent de plusieurs facteurs. Donc en fait, ces facteurs sont en plus, il y a également le microéveil qui est la conséquence physiologique donc, de cette désaturation et qui permet donc la réoxygénation. Il y a également ce phénomène de dépression intrathoracique qui vont être à l'origine tout d'abord de événements aigus qui vont survenir uniquement la nuit. Ces phénomènes aigus sont l'excitation du tonus sympathique, l'inflammation vasculaire, le stress oxydatif et l'altération de la fonction endothéliale vasculaire. Ces facteurs aigus qui surviennent au départ uniquement la nuit vont probablement être à l'origine des effets cardiovasculaires observés au long cours. Mais l'existence de ces complications cardiovasculaires chez un malade apnéique ne fait pas le lien exact de la relation de causalité entre apnée de sommeil et ses complications, parce que au cours du syndrome d'apnée obstructive de sommeil, il y a des pathologies associées, également des facteurs qui eux-mêmes également peuvent être à l'origine de ces complications cardiovasculaires. Alors voyons ces phénomènes aigus qui se voient chez le malade apnéique, qui sont au départ uniquement nocturnes. Le premier, c'est l'excitation nocturne du tonus sympathique. Regardez ici, c'est l'événement respiratoire d'apnée. Ici, c'est l'activation sympathique. Donc, au moment de l'apnée de l'événement respiratoire, il y a une baisse du tonus sympathique et à la reprise ventilatoire, il va y avoir une exagération du tonus sympathique. Mais cette exagération n'est pas uniquement nocturne, parce qu'au fil du temps, ces malades apnéiques vont avoir également, au cours de l'éveil, une excitation du tonus sympathique. Et ceci a été démontré par l'étude de l'activité sympathique musculaire en microangiographie. Regardez, ce monsieur apnéique, il a même au cours de l'éveil une exagération du tonus sympathique par rapport aux patients non apnéiques. Le deuxième effet aigu observé chez les personnes apnéiques, c'est l'altération de la fonction endothéliale vasculaire. Cette altération de la fonction endothéliale est corrélée à la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, aussi bien en termes d'index d'apnée-hypopnée qu'en termes d'index de désaturation. Et ceci a été mis en évidence par le dosage du taux de NO. Le NO, c'est le monoxyde d'azote, donc c'est un vasodilatateur majeur. En fait, chez le malade apnéique, il y a une inhibition de sa production et donc le taux, il est diminué. Et ce qui renforce en fait le lien entre apnée de sommeil et cette dysfonction endothéliale, c'est que chez le malade mis sous traitement donc de l'apnée de sommeil, qui est le traitement par PPC, la ventilation à pression positive, le
inflammation vasculaire. Et chez le malade atteint d'apnée de sommeil, il y a une augmentation du tonus sympathique, donc du tonus vasoconstricteur, une inflammation vasculaire et systémique qui est exagérée. Alors, qu'en est-il des effets au long cours cardiovasculaires? En fait, il y a chez les malades qui ont un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le risque de mortalité et de morbidité par une maladie cardiovasculaire est élevé chez les malades qui ont un SAS sévère. Regardez ici, ça c'est le risque de mourir par un événement cardiovasculaire ou le risque de morbidité par l'événement cardiovasculaire. Ceci est majoré par l'existence d'un SAS sévère en rouge par rapport à un SAS traité, donc un apnéique qui est traité a un risque de mourir par maladie cardiovasculaire équivalent à un malade qui n'a pas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, d'où l'intérêt de diagnostiquer et traiter précocement un malade apnéique. Alors que pour les malades qui ont un SAS léger à modéré, le risque donc, de mortalité est moindre. Là, ces complications cardiovasculaires sont fréquentes chez les malades apnéiques et dans un travail fait dans notre service publié en 2009, chez 100 patients, nous avons comparé des patients apnéiques par rapport à des malades non apnéiques. On a trouvé que les complications cardiovasculaires sont particulièrement fréquentes. Ils sont dominés par l'hypertension artérielle, les cardiopathies, suivies de l'insuffisance coronaire et les accidents vasculaires cérébraux. Alors, la principale complication cardiovasculaire du syndrome d'apnée de sommeil, c'est l'hypertension artérielle. Et parmi les malades hypertendus, 64% ont un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et il s'agit essentiellement des hypertensions artérielles résistantes au traitement médical. Et si on cherche l'hypertension chez les malades apnéiques, cette hypertension, qui est méconnue bien sûr, sera retrouvée chez 35 à 80% des cas. Le syndrome d'apnée, cette hypertension artérielle chez les malades apnéiques est particulière. En fait, normalement, on doit avoir, même chez les malades hypertendus, une baisse de la tension artérielle lorsqu'on dort, une baisse de à peu près 10%. Chose qui n'est pas observée chez les malades apnéiques, c'est pour ça qu'on parle du nom d'hyper, c'est-à-dire il n'y a pas cette baisse physiologique de la tension artérielle chez les malades hypertendus. Et donc, il y a actuellement suffisamment d'arguments pour établir le lien de causalité entre SAOS et hypertension artérielle. Et d'ailleurs, il est recommandé de chercher systématiquement le syndrome d'apnée obstructive du sommeil parmi les causes identifiables de l'hypertension artérielle. Bien sûr, cette recherche doit se faire basée sur des questionnaires, sur la clinique, et la polygraphie doit être faite, ou la polysonographie doit être faite essentiellement devant une HTA résistante. Et ce lien, en fait, établi, là, les auteurs se mettent à chercher si on traite l'apnée de sommeil, est-ce qu'on pourrait, en fait, agir sur le niveau donc, de la tension artérielle et faire disparaître l'hypertension artérielle, un effet bénéfique sur l'hypertension artérielle. Donc, l'effet est corrélé à l'observance thérapeutique. Pourquoi c'est important d'insister sur l'hypertension artérielle? C'est vrai sur le traitement par PPC, parce que certes, c'est un traitement qui est efficace, mais c'est un traitement qui est contraignant. Et 20 à 30% uniquement des sujets ne vont pas, excusez-moi, 20 à 30% des sujets ne vont pas poursuivre le traitement par PPC. C'est lourd, c'est encombrant, et donc un suivi régulier s'impose, une éducation qui doit être faite par tout le corps médical et paramédical, doit être faite par le médecin prescripteur, le médecin cardiologue ou autre, et aussi les prestataires ici nous aident beaucoup dans l'éducation et le suivi de ces malades, parce que c'est l'observance de ce traitement qui va garantir l'efficacité de la ventilation par PPC sur l'hypertension artérielle, mais sur également les autres complications cardiovasculaires et métaboliques qu'on va voir demain avec le Dr Story. Donc, la deuxième complication cardiovasculaire, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et l'insuffisance cardiaque. Alors, le syndrome, en fait, en matière d'insuffisance cardiaque, il y a deux types de syndrome d'apnée de sommeil. Il y a le syndrome d'apnée de sommeil obstructif et le syndrome d'apnée de sommeil
l'augmentation de la post-charge du VD, la post-charge du VG et l'altération de la fonction myocardique. Quelques articles ont parlé en fait du rôle possible de l'insuffisance cardiaque dans la genèse du syndrome obstructif, mais ce n'est pas bien établi, ce n'est pas clair. Mais concernant le SAS central, c'est bien une conséquence de l'insuffisance cardiaque. Donc, les insuffisants cardiaques vont donner un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. S'il est là, il va aggraver encore l'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est très important également à rechercher. Le syndrome d'apnée de sommeil, c'est une pathologie qui est fréquente chez les insuffisants cardiaques, mais il reste en fait non diagnostiqué et donc mal traité. Et si dans la population générale, la prévalence du SAS de façon générale peut atteindre 24% chez les hommes et 9% chez les femmes, chez les insuffisants cardiaques, cette prévalence est de loin plus importante, jusqu'à 50% en cas de fraction d'éjection basse et de l'ordre de 30% en cas de fraction d'éjection conservée. Mais en matière d'insuffisance cardiaque, il faut savoir qu'il y a plus de SAS central que de SAS obstructif. D'accord? Et que la prévalence de l'insuffisance cardiaque en matière donc, de SAOS responsable d'insuffisance cardiaque, donc plus le SAOS est sévère, plus il y a un risque de développer une insuffisance cardiaque. La présence d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez un insuffisant cardiaque, donc il y a un facteur de mauvais pronostic, d'autant plus que ce SAS est sévère, et ceci indépendamment du type de SAOS, donc du SAS. SAOS, il y a un SAS central. Et pour renforcer encore le lien entre SAOS et insuffisance cardiaque, c'est par le fait que lorsqu'on traite le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ça permet d'augmenter la survie chez les malades insuffisants cardiaques. Alors, qu'en est-il maintenant des coronaropathie? Chez les insuffisants cardiaques, excusez-moi, les insuffisants coronaires, le risque en fait est multiplié par 5 chez les malades apnéiques vers un événement coronarien aigu, donc vers un angor ou bien un infarctus de myocarde. Ceci, le risque de faire une insuffisance coronarienne, est lié à la sévérité du SAOS. Donc, plus le SAS est sévère, vous voyez ici, donc ici c'est un SAS qui est léger, SAS modéré, SAS sévère, donc la fréquence elle augmente avec la sévérité de SAOS. Et également, le risque de mourir par un événement coronarien aigu augmente avec la sévérité également du SAOS. Et lorsqu'on traite un malade donc par PPC, le risque de mortalité par phénomène coronarien, donc un accident coronarien aigu, va également diminuer. Donc tout ceci plaide en faveur d'un lien de causalité évident entre SAOS et insuffisance coronarienne. Alors pour l'accident vasculaire cérébral, là les choses ne sont pas aussi claires et évidentes. La prévalence du SAOS est vraiment élevée chez les patients qui présentent un accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque relatif est multiplié par 4. Et ce risque est également corrélé à la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais en fait, le lien de causalité n'est pas très clair. Est-ce que l'AVC lui-même peut être à l'origine du syndrome d'apnée du sommeil, ou c'est le syndrome d'apnée de sommeil qui est à l'origine de l'AVC? Vraiment, les choses ne sont pas encore claires, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une association chez les hommes, il y a une association indépendante entre SAS et AVC, puisque, mais ceci a été observé chez les hommes, le risque est multiplié par presque 3 si l'index d'apnée-hypopnée dépasse 19, de faire un accident vasculaire cérébral. Ceci n'a pas été démontré chez les femmes, par exemple. Donc, en termes d'AVC, donc les choses ne sont pas encore évidentes, les liens de causalité n'est pas certain. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une valeur pronostique importante du SAS chez un malade qui a un AVC. Le risque de mortalité au décours d'un épisode d'AVC, de garder de séquelles ou de récidiver un AVC est corrélé à l'existence d'un accident, d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ça, c'est certain. Alors, pour les troubles du rythme, la prévalence du syndrome d'apnée obstructive du sommeil est élevée chez les patients avec troubles du rythme récidivants.
Là aussi, n'est pas, le lien de causalité entre SAOS et survenue de troubles du rythme n'est pas très clair. Mais ce qu'on sait, c'est que les malades qui ont un trouble du rythme et qui ont un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sont exposés à faire une récidive même après traitement du trouble du rythme, donc à récidiver leur trouble du rythme. Et ce taux de récidive, s'il est de 53% dans la population générale, il est de 82% chez les malades apnéiques qui ne sont pas traités ou qui sont maltraités. Alors que ce risque, il devient inférieur même de la population générale si on traite le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors que pour les troubles de la conduction, là aussi c'est pas très clair, mais on sait que si on se met à chercher un syndrome d'apnée du sommeil chez des malades qui ont un trouble de la conduction, la prévalence va être de 50%. Chez les malades apnéiques qui sont traités par PPC, le trouble de conduction peut disparaître. Ça a été rapporté par pas mal de papiers. Maintenant, est-ce que le traitement du SAOS peut-il éviter la mise du PPC? Là, on ne peut pas le savoir, il n'y a pas encore de papiers qui ont testé ceci. Le dernier point, c'est le risque de mort subite. Et pas mal de personnes qui décèdent au cours de la nuit dans leur lit, alors c'était des syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Et si dans la population générale, la mort subite survient essentiellement dans la tranche horaire entre 6 h du matin et midi, les malades qui ont un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, leur décès, leur mort subite va survenir entre minuit et 6 h du matin. Et le risque également de faire une mort subite chez un malade apnéique est corrélé à la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil en termes d'index d'apnée. Donc pour conclure, il y a assez d'arguments qui suggèrent un lien évident entre SAOS et complications cardiovasculaires avec un SAOS qui a un facteur de risque indépendant bien établi pour 3 facteurs essentiellement, l'hypertension, l'insuffisance coronaire et l'insuffisance cardiaque. Il y a quand même d'autres études, qui vont renforcer le niveau d'évidence de lien de causalité concernant les troubles du rythme, de la conduction et l'accident vasculaire cérébral. Donc, il faut rechercher systématiquement les complications cardiovasculaires chez tout patient qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Également, il faut chercher un SAOS, mais il faut savoir chez qui chercher, chez quel patient qui présente une pathologie cardiovasculaire, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Eh bien, parce qu'on ne va pas se mettre à le chercher chez tout le monde, il faut se baser sur les symptômes cliniques que nous avons vus tout à l'heure avec le Dr Serre, la morphologie de la personne évocatrice avec surtout cette obésité androïde qui prédomine au niveau des freins et donc la partie abdominale, l'hypertension résistante au traitement et les pathologies cardiaques récidivantes ou mal contrôlées. Et je vous remercie. De la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont des apnées du sommeil, qui sont ramenées par le conjoint. Donc tu as parlé uniquement de... Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Hein.